Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, place à notre grand angle. Le Premier ministre tunisien Mehdi Joma devait être le grand témoin de votre 64 minutes. Il a dû annuler l'entretien qu'il devait accorder à TV5 Monde, motif invoqué, des problèmes d'agenda. Voilà qui est dit. Cette question aujourd'hui dans notre grand angle, qui mettra la main sur Alstom? C'est devenu une affaire d'État, la branche énergie du groupe industriel français qui fabrique notamment le TGV, mais aussi les turbines des centrales nucléaires est en passe d'être vendues. Ça, on le sait, c'est tout de même 70% de l'ensemble du groupe qui serait concerné. L'américain General Electric et l'allemand Siemens sont sur les rangs. Cette affaire signe-t-elle la fin de l'âge d'or de l'industrie française? Deux grands témoins ce soir dans votre 64 minutes. Jean-Marie Cavada, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes député européen, vice-président de l'UDI et du nouveau Centre Formation Politique Française. Avec nous également Pierre Larouturou. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé le parti Nouvelle Donne et vous êtes spécialiste des questions économiques. Avant de vous entendre tous les deux, messieurs, je vous propose de voir les derniers développements de cette affaire Alstom. Voici comment en parler à la mi-journée notre partenaire France 3, le récit de Luc Lacroix. Alstom, un fleuron tricolore, enjeu d'un match de titans d'un côté, General Electric, groupe américain, chiffre d'affaires 105 milliards d'euros, 305 000 salariés dans le monde. De l'autre, l'allemand Siemens, 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 360 000 employés. Aujourd'hui, les dirigeants des deux groupes vont tenter de convaincre l'Élysée en leur présentant leur projet. Tous deux convoitent la filière énergie qui représente 70% d'Alstom. General Electric a été le premier à faire une offre autour de 10 milliards d'euros. Siemens est prêt à s'aligner mais propose en échange de céder à Alstom ses locomotives et ses trains à grande vitesse, un atout sur le plan du patriotisme économique. Soit on se fait racheter, pour prendre une image qui serait familière aux Français, par Boeing, on se fait racheter par Boeing, mais la France va travailler. Soit on décide de construire Airbus. Quelle est la différence? Siemens propose de créer deux leaders mondiaux. Un allemand dans l'énergie et un français dans le transport. Quant à l'américain, il a pour lui une implantation ancienne en France. Son siège européen est à Belfort, juste en face d'Alstom. Sur le papier, l'offre de General Electric est plus séduisante au niveau de l'emploi, car ses activités sont complémentaires de celles d'Alstom, ce qui ne rassure pourtant pas les salariés. Que ce soit l'un ou l'autre, on fait des mêmes métiers, on fait des mêmes productions. Donc forcément, il y aura des doublons et il y aura des restructurations et de la casse au niveau de l'emploi. Et ça, c'est pas acceptable. Des doublons qui avaient valu le rejet d'une offre de rachat par Siemens il y a 10 ans. Pour ne pas subir le même sort cette fois-ci, le groupe allemand a promis de ne pas supprimer d'emplois pendant au moins 3 ans. Jean-Marie Cavada, pourquoi, selon vous, ce dossier économique prend-il une telle ampleur? Eh bien, parce que Alstom, qui est une compagnie dans les trois qui est beaucoup plus faible en termes de taille, est un leader séduisant en termes de technique, en termes de brevets, en termes de recherche, d'une part, et est à la portée des grands appétits mondiaux, c'est-à-dire General Electric d'un côté et Siemens de l'autre, pour une raison simple, c'est que son prix, le prix à payer est à la portée, disons, des capacités de trésorerie ou bien d'autres techniques financières, genre des titres que propose soit l'un soit l'autre. Alors, c'est très important cette affaire parce qu'elle met deux choses en lumière. Elle met en lumière d'abord les difficultés de l'industrie française et ça n'est pas une affaire récente. C'est pas le gouvernement Valls. Ça fait d'un long moment que cette affaire, presque une trentaine d'années, est en train petit à petit de dépérir malgré de beaux soubresauts. Je vous rappelle qu'Alstom a été sauvé du gouffre il y a déjà, c'était en 2003 ou 2004, si ma mémoire est bonne, etc. Et l'entrée d'un actionnaire privé. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une pente extrêmement dangereuse parce que la France ne fait pas ses réformes, contrairement à l'Allemagne qui les a faites en 2003, et qu'il faut y aller, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas durer très longtemps. C'est une première chose. Et puis il y a une deuxième chose, c'est une affaire européenne. L'occasion, elle est formidablement importante de regrouper les savoir-faire allemands d'un côté et français de l'autre, à un certain nombre de conditions. Il y a l'emploi. Alors Siemens a fait savoir ce soir qu'il garantirait sur 3 ans, pendant les 3 années qui viennent, l'emploi. Il y a d'autres choses. Il faut que les sièges d'un des deux mastodontes européens soient basés en France. Tout ça, ça me semble assez bien, mais l'offre n'est pas finie puisque pour l'instant, on dispose d'une lettre d'intention du groupe Siemens. C'est un vrai dépôt de rachat de General Electric, l'américain. Et Siemens fera demain matin sa vraie proposition, ce qui fait que je n'irai pas beaucoup plus loin dans les raisonnements. Il faudra voir ce qu'il y a dans l'offre
l'offre en question, ça vaut 10 milliards plus les 2 qui sont déjà dans la trésorerie en question. Pierre Larouturou, l'État a forcément à dire son mot. Voilà ce que déclare ce soir le président français François Hollande. Est-ce qu'à votre avis, le gouvernement français a raison de s'impliquer, de s'exposer dans ce dossier? Je ne sais pas si c'est l'État ou si c'est l'Europe. L'Europe est née quand Adenauer et Schuman ont dit le charbon et l'acier, c'est trop important pour le laisser à des groupes privés. On va mettre le charbon et l'acier ensemble, on ne pourra plus se faire la guerre, et on va le mettre sous une structure politique. C'est ça l'acte fondateur. Après ça, il y a eu Airbus, après ça, il y a eu Ariane. Est-ce qu'aujourd'hui, les questions d'énergie ne sont pas assez fondamentales pour qu'il y ait une vraie politique européenne? On vient de voir le chaos aux États-Unis à cause des tornades. Toutes les semaines, vous parlez une fois d'une inondation catastrophique, une fois d'une sécheresse catastrophique, une fois de tornade. Donc la question de l'énergie, c'est une question industrielle. Il y a des milliers d'emplois. C'est la question de notre pouvoir d'achat. On dépense des sommes considérables. C'est notre dépendance énergétique au reste du pays. C'est est-ce qu'on peut sauver le climat. Donc est-ce que si c'est juste 10 milliards, est-ce que c'est forcément entre 2 entreprises privées ou est-ce qu'on est capable de se dire au niveau européen, les nouvelles donnes montrent comment on peut mettre 1000 milliards. On a mis 1000 milliards pour sauver les banques. On s'y perd un peu dans les ordres de grandeur. On a mis en Europe 1000 milliards pour sauver les banques. Est-ce que pour sauver le climat et sauver l'emploi, on est capable de faire des efforts comparables? Donc, quelle est notre politique européenne en matière d'énergie? Et ce que dit Nouvelle Donne, c'est qu'on n'y arrivera pas à 28. Mais qu'avec 8 ou 9 pays, ou peut-être avec 11, il faut prendre quelques mois. Il faut se dire quelle est notre vision pour l'Europe, quel est notre fonctionnement démocratique. C'est la question de l'énergie et de l'industrie. Sinon, on est toujours au cas par cas. Là, on n'a pas les éléments. Est-ce que c'est Siemens ou est-ce que c'est GE? Mais ce qui est fatigant pour être poli, c'est qu'il y a Florange. Pendant une semaine, on parle tous de Florange et puis on ne fait pas grand-chose. Et à chaque fois, on découvre au cas par cas et trop tard. Est-ce qu'on est capable d'avoir une stratégie? Jean-Marie Cavada parlait d'innovation juste quand même en quelques mots. Comment est-ce que vous expliquez, après Péchinet, vous évoquiez la Lorraine à l'instant avec Florange, avec Arcelor, c'est encore un fleuron qui s'écroule. Comment vous l'expliquez en dehors de l'avenir de l'Europe? Qui s'écroule, qui a des difficultés, mais s'il y a 2 entreprises qui veulent l'acheter, c'est sans doute qu'il ne s'écroule pas. Vous voyez, c'est quand même, on a des vrais savoir-faire, des salariés qui sont compétents, des cerveaux, d'une capacité à travailler le métal. Donc quel est le problème alors? S'il y a une concurrence, c'est que sans doute que c'est pas si nul. Sinon, ils ne mettraient pas 10 milliards pour l'acheter. Mais après ça, effectivement, le problème de compétitivité dont vous parlez, la compétitivité, c'est comme le cholestérol. Il y a une bonne compétitivité, c'est l'intelligence, c'est les brevets, c'est la formation des salariés, l'efficacité, la capacité à commercialiser. Mais par contre, en Allemagne, il y a des choses très bien dans ce qui a été fait en Allemagne. Mais par contre, Hartz IV, c'est moins 7, ce dont vous faisiez l'éloge. C'est Schröder, c'est moins 7% sur les salaires. C'est pas pour rien si Angela Merkel, il y a 2 semaines, vient de dire au contraire, on va augmenter les salaires, on va créer, depuis 2 semaines, ça y est, le Conseil des ministres à Berlin a dit on va créer un salaire minimum. Alors, parce que socialement, moins 7% sur les salaires, mais même les ventes de voitures s'effondrent en Allemagne, moins 7% sur les ventes de voitures. Donc, et c'est seulement depuis 2003 que la France a un déficit commercial. Alors, Jean-Marie Cadin, réaction rapidement, et on va passer au plan de Manuel Valls qui est demain soumis au Parlement. Pour clarifier de mon point de vue ce que vient de dire M. Larouturou, je pense que ça n'est pas parce que le curseur en Allemagne a été placé trop haut, excessivement, un poids excessif sur les salaires, qu'on ne doit pas faire des réformes. Il y a un juste milieu à trouver, et ça, c'est ce que je souhaite pour mon pays pour reprendre la compétitivité. En gros, c'est pas les salaires qui sont trop élevés, c'est toutes les charges qui pèsent dessus qu'il faut transférer ailleurs. Voilà, pour dire d'un mot très simple. Alors, le plan de Manuel Valls, le vote, c'est demain à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, à la veille de ce vote jugé crucial, eh bien, Manuel Valls est monté au créneau. Les retraites de moins de 1 200 € ne seront pas gelées, 1 200 € net, on le précise, 440 € net annuels de plus pour les fonctionnaires les plus modestes. Comment accueillez-vous ces annonces à quelques heures du vote? Écoutez, pour moi, ce que François Hollande et ce que Manuel Valls viennent de concrétiser montre un grand changement, ou plutôt une meilleure détermination et un changement de direction. Et donc, nous ne pouvons pas, nous les gens du centre, qui avons passé notre temps à réclamer depuis déjà 2006, à réclamer de profondes réformes dans notre pays, nous ne pouvons pas mettre des bâtons dans les roues dans cette nouvelle orientation. Au minimum, les députés du centre s'abstiendront et même certains d'entre eux devraient pouvoir voter favorablement ce plan demain. C'est pas un plan d'austérité, non? Oui, mais écoutez, vous assumez le terme. La situation du pays est beaucoup trop grave pour qu'on s'amuse maintenant à faire de la politique aérienne. C'est vraiment extrêmement important. Et dans ce cas-là, il faut être conforme à ce qu'on a dit. Donc, je souhaite que nous puissions au minimum s'abstenir. Et même, en ce qui me concerne, j'aurais voté ce plan pour une raison simple. Même s'il est loin d'être aussi satisfaisant qu'il est nécessaire de le faire, peut-être y aura-t-il d'autres étapes. En tout cas, il montre avec une certaine détermination à la bonne direction. La preuve, d'ailleurs, c'est que des courants différents de la majorité rejoignent et que, par conséquent, on voit bien qu'il y a là un tropisme intéressant. 50 milliards d'économies avec les gestes annoncés aujourd'hui par Manuel Valls. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant, efficace pour relancer la France? Non.
on va plutôt aggraver la crise. Soyons clairs, il faut éviter les caricatures. On peut faire des économies. La France consomme 2 fois plus d'antibiotiques que d'autres pays. Les laboratoires pharmaceutiques sont très efficaces, donc oui, on pourrait consommer moins d'antibiotiques. Oui, on pourrait fusionner dans beaucoup d'endroits les départements et les régions. Donc oui, on peut faire des économies, mais pas 50 milliards. Pour arriver à 50 milliards en 2 années ou 3 années, ça veut dire qu'on va faire des coupes. Concrètement, je connais plein d'élus locaux qui disent qu'il n'y aura plus d'argent pour les artisans. Faire 11 milliards d'économies, ça veut dire qu'il y a 11 milliards, c'est pas de l'argent qu'on brûle dans les chaudières, hein. C'est 11 milliards qui n'iront plus pour faire des isolations, pour rénover des routes. Ça veut dire que dans 1 an, vous avez des faillites de PME et d'artisans. Alors que proposez-vous? Donc voilà, comment est-ce qu'on peut aller vers l'équilibre des finances publiques? Parce que ça, l'objectif, je crois qu'on le partage. Comment aller vers l'équilibre des finances publiques sans austérité? Premièrement, la France paye chaque année 50 milliards d'euros de frais financiers. Est-ce qu'on ne peut pas financer moins cher la dette publique? Quand les banques se financent, elles se financent à 0 ou à 1%. En Angleterre, la Banque centrale finance à 0% le déficit. Pourquoi est-ce qu'en France, on se finance à 2%? Pourquoi l'Espagne à 4%? Donc ça, c'est faisable. Dès demain, si on le veut, on peut faire comme en Angleterre et financer la vieille dette publique, aller vers l'équilibre, mais la vieille dette publique, on la finance à 0. 20 milliards d'économies. Une autre proposition très concrète, la lutte contre les paradis fiscaux. Le dernier rapport du Sénat dit que chaque année, il manque 50 milliards. UMP et PS ont voté tous. Il manque chaque année 50 milliards à cause de la fuite vers les paradis fiscaux. Ça tombe bien, on cherche 50 milliards. Oui, ça ne sera pas en... Pardon, je finis. Ça ne sera pas en 3 semaines, mais Obama... Non, c'est un vœu pieux, pardon. Mais non, excusez-moi, aux États-Unis, Obama, malgré les lobbies, Obama a fait voter la loi FATCA, je suis désolé Jean-Marie, et au 1er juillet 2014, dans 2 mois, les banques suisses devront être totalement transparentes pour le fisc américain. Si vous étiez député, vous auriez voté non, Pierre Larouturou. Excusez-moi, est-ce qu'on fait ou pas non, vous, si vous étiez député aujourd'hui. Je suis d'accord qu'on fait des économies, mais ce plan-là va aggraver la crise, va aggraver le chômage. J'ai compris, c'est votre point de vue. Dernier point sur la question européenne. Comment on lutte contre le dumping fiscal? Je ne sais pas si vous voyez, le taux d'impôt sur les bénéfices est passé de 37 à 25. Voilà ce qu'on appelle le dumping fiscal. Depuis que l'Irlande est rentrée aux États-Unis, quand Roosevelt arrive, il dit on ne peut pas continuer ce dumping et on fait un impôt. Aux États-Unis, le taux d'impôt est à 40. Réformer l'impôt, c'est ça. Donc au lieu de bloquer des retraites, au lieu de couper dans le budget des collectivités, on se donne 1 an pour dire on fait un impôt européen sur les bénéfices. Et du coup, l'Europe, comme les États-Unis, aurait un impôt en gros à 40%. La France économiserait chaque année 21 milliards. Si le budget européen, la politique agricole et le reste est financé par des ressources propres, la France gagne chaque année 21 milliards. Jean-Marie Allez Cavada, sur le site de Nouvelle Donne pour voir les explications. Économies, réforme fiscale, mais comment sauver l'industrie française, Jean-Marie Cavada, selon vous? Je crois qu'il y a plusieurs questions. La première, c'est qu'il faut relancer les investissements dans la recherche. En Europe, il n'y a plus eu de très grandes découvertes depuis presque 2 décennies. Et ça, c'est très important parce que ça conditionne les métiers d'avenir, notamment, si vous remarquez bien, tout ce qui est de l'ordre des biotechnologies, des nanotechnologies et surtout de l'activité cognitive qui va être demain un marché révolutionnaire et qui est actuellement l'objet de brevets très importants, sont déposés en Californie et ne sont pas en Europe. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas des chercheurs, on a des chercheurs. On a notamment une école de mathématiciens la plus importante du monde. Sur 27 prix Nobel, les médailles Fields de mathématiques, il y en a 22 qui sont français depuis la fin de la guerre mondiale. Notamment Cédric Villani. Oui, et notamment le dernier en date, c'est Cédric Villani en effet. Mais c'est très important de regarder l'avenir de l'Europe par un investissement dans la recherche. Il y a une deuxième question. Merci, messieurs. On est l'esprit par le temps. Il n'y a jamais aussi peu d'embauches au CNRS. On est en train de couper notre avenir parce qu'il n'y a pas d'argent pour la recherche. On est d'accord au moins sur ce point, en tous les cas. Misez à fond sur la recherche et l'innovation. On est souvent d'accord, c'est sur les moyens et les étapes. Oui. On aura l'occasion d'en reparler avec vous deux. Jean-Marie Cavada, député européen, merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Et Pierre Larouturou, fondateur donc de Nouvelle Donne. Merci à vous.